Alors j'ai un micro vintage à dépanner là, un C414B, donc AKG. Donc celui-là, là, ici, là. Puis je me suis dit, tiens, ce serait intéressant. Bon, déjà, je le teste avant d'y toucher, avant de l'ouvrir, etc. Je teste pour voir dans quel état le micro est. Et puis je me suis dit, ce serait intéressant de le comparer à un U87. Après tout, c'est des grandes membranes, les deux ce sont des grandes membranes. La membrane est un peu plus petite sur celui-là que sur celui-là. Euh, je les ai mis tous les deux en cardio et aucune correction et pas d'enclencher, rien du tout. Il me semble, il me semble que l'AKG est légèrement moins sensible que le U87. Mais c'est un U87 AI, c'est-à-dire que c'est un U87 récent. Celui-là, je ne sais pas quel âge il a d'ailleurs, mais bon, c'est un micro vintage qui doit être. J'ai regardé les prix, ça varie entre 3000 et 4000 euros, suivant l'état, suivant. Bon, celui-là, il est en parfait état. Alors, on me l'a donné à réparer parce que c'est le switch des diagrammes polaires devant. Alors, on a le choix entre cardio, omni, 8 et hypercardio. Voilà, on voit là la forme d'onde de l'AKG est plus faible. On regardera après, hein, mais c'est beaucoup plus faible que la forme d'onde du Neumann. Je vais y arriver, oui. Bon, donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais passer là, pendant que je parle, je vais passer U87 et AKG. On va lire par exemple là maintenant U87. Bon bah le U87, hein, tout le monde le connaît. C'est une réédition moderne mais qui fonctionne très très bien. Alors qu'est-ce que je peux dire sur le U87? C'est un micro qui est assez difficile à utiliser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la pièce ait une bonne acoustique. Là j'ai pas une acoustique extraordinaire. Et puis il faut surtout un studio très calme. Là, par exemple, moi j'ai déjà fait des trucs avec une chanteuse, je fais souvent des trucs avec une chanteuse. Bon, bah l'été, on laisse un peu les fenêtres ouvertes, on entend le moindre bruit dehors, bruit qu'on n'entend pas forcément à l'oreille, on l'entend direct avec le. Par contre, avec le U87, les voix sont formidables. Moi j'aime bien les voix de femmes là-dedans, j'aime pas trop, puis c'est pas fait pour le rock hein, non plus. La chanteuse avec qui je travaille fait de la variété, donc il faut avoir des voix un peu pures, etc. Si vous voulez des voix typées plutôt mal et puis un peu sales, ça c'est pas du tout le micro à prendre. Le 414, j'ai jamais B là, enfin, ce modèle-là, j'ai jamais travaillé avec. Ils sont généralement, je pense qu'il est un peu moins bon entre guillemets dans les aigus, mais c'est en fait c'est pas le terme moins bon parce qu'il pourrait, il peut nous sauver justement parce il est moins fin dans les aigus. Celui-là, il pardonne tellement pas que il y a des fois, moi je l'enlève et puis je mets un micro. Qui a en théorie des caractéristiques moins sophistiquées, on va dire, moins larges, mais qui sont vachement plus faciles à gérer. Donc je pense que celui-là est plus facile à gérer. Je pense qu'il est aussi très bon pour la guitare. Je pense qu'il est bon pour pas mal de choses en fait. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un statique large membrane, un micro à condensateur large membrane, donc attention. Hein. Il ne faut pas non plus le bastonner. Il doit encaisser pas mal, mais on sature vite. Quoi. C'est toujours pareil c'est toujours le même problème hein, avec ces trucs-là. Alors, j'ai positionné les deux micros le plus près possible. Hein. Je vais. J'ai accordé la guitare. Les cordes sont rincées. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais bon, bah, je pense que ça va aller.
C'est à peu près. De toute façon, les cordes sont mortes. Donc on est sur les deux micros, on est en cardio. Je vise pas trop la rosace parce qu'on a souvent trop de basses. Je suis technicien, hein, je ne suis pas musicien. Donc, c'est à vos risques et périls. Je pense qu'on a suffisamment de matière pour comparer les deux micros, donc on va comparer ça. Enfin, vous avez déjà entendu, moi je vais le faire. Et puis donc le résultat des courses, c'est que le micro fonctionne bien. Il y a juste ces petits crachements de sélecteurs de pattern polaire qu'il faut réparer. Donc j'ai un switch on-off que m'a fourni le propriétaire du micro, un switch qui vient de Russie. Donc après ça va être la petite opération délicate de ne pas faire de mal à un micro à 4000 balles, et puis parce que le propriétaire m'a dit qu'il avait payé 4000, pas faire de mal à un micro qui coûte 4000 balles, et puis lui redonner une longue vie. Donc on va prendre beaucoup de précautions. Bon allez, on se retrouve à l'atelier. « 1956, c'était l'année du singe. 1966, celle du cheval de feu, où il est fort déconseillé d'engendrer des filles. Au mois du mouton de l'année du singe, je me suis cru tiré d'affaire lorsqu'un magazine m'a demandé 20 pages, soit 20 000 yens payables à la livraison sur Erasme et Calvin. Le Japon est le pays des booms, et se trouvait cet été-là en plein culture boom. Chaque jour, de nouvelles revues se fondaient pour apporter au pays ce que l'étranger avait produit de plus rare, de plus subtil, de plus élaboré. Chaque jour, il en disparaissait autant, qui n'avaient pas dépassé le 3e numéro. Budget trop mince, bureau microscopique, rédacteur famélique et charmant, et des ambitions sans limite. Dante, Balzac, Shakespeare, archi connu tout ça. Surtout, il faisait trop chaud. L'esprit vidé par l'été, on se dévisageait par-dessus un hamburger steak qui devrait être le dernier depuis longtemps. Pourquoi ne pas faire dormir un peu vos troupes qui viennent de passer 3 jours sans sommeil ? Demandait un journaliste américain, un officier japonais de la campagne de Chine. Il s'entendit répondre. Mais c'est que mes soldats savent très bien dormir. C'est le contraire qu'ils doivent apprendre. Au bout d'une semaine de diète, les fumets et saveurs qui me paraissaient suspectes il n'y a pas si longtemps encore me vont droit à l'estomac. Sitôt qu'il en sera de nouveau question, je mangerai de tout. Du daikon, du renkon,
gros navets jaunes obscènes au goût fort et suri que l'on fait macérer dans de la saumure, du bouillon d'algues, de la limule crue, tabiebi, débité en rondelles, de ces gros coquillages noirâtres, sasae, dont le saké m'enlève pas l'amertume, mais le misoshiro, la soupe aux fèves rouges du petit déjeuner, dont le fumet aigre et brûlé m'a si souvent levé le cœur, je l'aime à distance, je suis acclimatée. Je suis remontée dardard vers ma chambre, 4 kilomètres. Suis allée vendre mes derniers livres à Shinjuku pour m'acheter un film. J'en ai trouvé tout un lot, bradé à moitié prix. Tombé dans l'eau de mer, dit le marchand. On verra bien. Voilà 4 jours que je vis accrochée comme une tique devant mon mur théâtre. Installée sur une caisse, l'appareil sur le ventre, je regarde défiler ce quartier qui ne me voit pas. Côté cour comme côté jardin, la vue est dégagée. Je surveille ceux qui approchent, je suppute leur vitesse et leur trajectoire, je me tiens les pouces pour qu'ils se croisent devant mon rideau, qu'ils se saluent ou, mieux encore, qu'ils s'engueulent. Mais on ne s'engueule pas au Japon. J'ai même de la compagnie. 3 chiffonniers dentés et pensus qui passent la journée comme des mulots dans ces ordures. Ils sont à pied d'œuvre avant moi, pour le tombereau que la voirie verse ici chaque matin. 2 vieux, une vieille à la peau grise, aux dents déchaussées. L'après-midi, adossés au tas que la fermentation fait mitonner, ils lisent, la sueur au front, des fragments de magazines arrachés aux poubelles. Des journaux de catch, des bandes dessinées, des pages collées d'épluchures ou constellées de pépins de pastèque. Tous 3 portent des lunettes de fer, sans doute trouvées dans un des tombereaux, qui leur fatiguent plutôt la vue. Parfois, la femme crache sur les verres et les nettoie avec un pan de sa chemise, dans l'espoir d'y voir plus clair, pendant que ses vieux compagnons la taquinent, la lutinent et la plaisantent. Ce sont des États, ces anciens parias dont la restauration Meiji a fait des Japonais comme les autres. Mais ils continuent à se partager les bas métiers avec les Coréens. Le monde les méprise et j'ai l'impression que ces 3-là le lui rendent bien. Bien. Alors l'AKG 414B Made in Austria avec diaphragme en laiton et pas en plastique comme certains modèles. Il faut changer le bouton de polarité des diagrammes polaires. Il propose cardio, omni, 8 et hypercardio. Donc pour le démonter, alors déjà quelques précautions. Ces micros-là, il y a une partie très très haute impédance. Donc moi je prends toujours des précautions, à tort ou à raison. C'est pas le problème. C'est que je travaille sur un tapis antistatique relié à la terre. Comme ça je suis tranquille, je suis déchargé. Je risque pas. S'il y a de l'électricité statique, si je suis statique, moi ici dans mon atelier, j'ai un déshumidificateur, je tiens le taux d'humidité toujours à 50%. Et je me méfie des décharges d'électricité statique sur des composants qui sont à très haute impédance. Donc je préfère utiliser un tapis statique. De toute façon, ça ne mange pas de pain. Et puis c'est une précaution, qu'elle soit utile ou pas, au moins c'est fait. Au moins on élimine une source, s'il y a un problème qui se passe, on élimine une source qui pourrait porter à confusion. Donc pour démonter le micro, c'est très simple, il y a 4 vis sur l'arrière, on tire et ça s'ouvre tout seul. Donc il faut changer ce switch et je me suis en train de me rendre compte que ce switch, je ne sais pas si vous allez le voir, si j'avance, je suis flou, parce que je déteste Voilà, vous allez sûrement le voir, ici, là, il a déjà été réparé, il y a de la soudure, il a été réparé plutôt intelligemment, mais évidemment, ça fait pas tout. Alors j'en ai un neuf, qui vient de Russie. Alors, ça vient de Drozdov Sergueï, région de Moscou. Et alors, c'est très mignon. Oh, c'est tout mignon.
Parce que c'est livré dans une petite boîte avec un cœur. Regardez comme c'est mignon. C'est des romantiques, les Russes. Hein. J'ai l'impression. C'est des grands romantiques. On dit que c'est des grands romantiques, mais oui. Alors, on ouvre et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, c'est super bien emballé. Et on a... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est dans de la mousse et tout. Et on a le switch. Alors, on va voir ce que ça donne, le switch. Il va falloir faire de la toute petite soudure. Ça va être marrant. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a ça à souder. Bon. Les contacts ont l'air d'être dorés. Ça a l'air de marcher. Hein. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. Hein. Alors maintenant, il faut démonter les deux vis qui tiennent l'ancien switch, là, ici. Est-ce que je démonte le circuit ou pas? J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est chiant. Je vais essayer de démonter le switch sans démonter le circuit. On va bien voir. Alors, je vais dévisser ça pour voir si on a un peu de marge. Ouais, il faut une bille oculaire avec ça. Hein. Voilà. Donc on se retrouve avec une petite vis, comme ça. C'est des vis assez longues. Hein. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça se démonte assez bien. Alors d'un côté, ici de ce côté-là, on a un point commun avec tous les plots soudés entre eux. Et de l'autre côté, on a l'arrivée des fils pour la polarisation de la membrane et le choix des patterns polaires. Alors, ce truc a été déjà réparé, on voit ici, là, avec de la soudure. Je vais le garder très précieusement. Voilà, c'est pratique parce que il sort bien de... Donc il n'y a pas besoin de démonter le... D'ailleurs, je remarque sur le circuit, là, il y a des condensateurs Styroflex qui sont vraiment très bons. Il y a du composant sympa là-dedans. Bon, je vais utiliser un fer avec une panne fine, mais pas trop. Bon, elle est pas grosse, hein, si je compare avec le tournevis, elle est pas, c'est à peu près pareil. Mais j'ai remarqué, j'ai des pannes beaucoup plus fines, mais je trouve que les pannes beaucoup plus fines, c'est vraiment pour du SMD, etc. Mais ça marche moins bien sur des soudures qui sont pas minuscules. Alors j'ai encore de la soudure au plomb. De toute façon, on en trouve encore facilement de la soudure au plomb parce qu'elle a un point de fusion qui est plus faible que les soudures sans plomb. Et moi, ça me plaît. Alors, on va commencer par l'arrière. On va dessouder le rouge. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais, vous devez voir. Ouais. Voilà. C'est petit, c'est petit. J'aime pas la chaleur, hein. J'ai envie tout de même de...
J'ai envie tout de même de mettre la panne très fine. J'ai pris une panne beaucoup plus petite sur le fer. Voilà, c'est vraiment là, c'est ce que j'ai de plus pointu. À mon avis, ça va aller mieux que l'autre panne qui était légèrement trop grosse. Alors, on commence par le bleu. Il faudrait que j'arrive à le mettre à plat. Voilà. Oui, ça marche bien et ça chauffe pas trop les fils. Ça chauffe rien d'ailleurs. Enfin, ça chauffe là où il faut, quoi. Voilà, c'est pas mal ça, ouais. Et bien cette panne là. Voilà. Je vais commencer par étamer les points de soudure. Ça marche très bien. Elle est parfaite cette petite panne là. Regardez ça. Voilà l'étamage. Ça donne un étamage plutôt correct. De l'autre côté, donc si je retourne, on va souder tous les plots ensemble. Alors, je vais prendre du fil à wrapper. C'est du petit fil extrêmement fin pour faire la connexion entre les 4 plots parce que ça veut pas prendre et je veux pas trop chauffer le switch parce que ça aime pas ça. Hein. Donc les 4 plots sont soudés entre eux. Donc maintenant on va souder le rouge. Alors le rouge, je le trouve pas en bon état. Je vais le recouper parce qu'il y a le rouge est long. Donc je vais le recouper. Voilà. Là, on a un rouge propre. Les autres sont bien, mais celui-là, il avait chauffé un petit peu. Voilà. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas, je vous agrandirai. Bon, ça va. Alors, là, ça va être moins drôle parce que les fils sont très courts. Et je peux pas les ramener par-dessus, donc je vais essayer de me mettre plutôt de ce côté-là. Voilà, ça ira mieux. Je vais mettre une seconde main qui va m'aider. Ça devrait aller. Ça va être chaud, hein, de toute façon. On met toujours de la soudure propre avant de souder quelque chose. C'est une règle. Alors je me trompe pas au fait. C'est bien le bleu en premier, oui. Je vais vous faire un aveu.
c'est que ces petits trucs à faire comme ça, j'adore ça. Elle est géniale cette petite panne. Elle est géniale. Ensuite, c'est le blanc. Petit coup de soudure sur le blanc. Je vais bouger ça, je vais mettre comme ça. Ça va aller mieux. Voilà. Ensuite, le vert. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, là, je vais mettre un petit peu plus en avant. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Là, ici, ce qu'on voit. On voit que dalle, oui. Voilà. Heureusement que j'ai les binoculaires, là, ça, là. Parce que sinon, je serais un peu limite au niveau de la vision. C'est pas facile à remonter, hein. Ça, je vous le dis. Je vous l'affirme, c'est pas facile à remonter. C'est pas facile. Eh ben... Alors maintenant, on va vérifier tout. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc il est de travers, mais c'est normal, hein, c'est fait exprès. Il est un peu comme ça. Non, dans l'autre sens, mais c'est normal. C'est fait exprès. Tout est dans les trous, tout est dans les clous. Là, je veux juste vérifier le noir si c'est bien. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bien. Bon, bah... Hein? On va faire un petit test. Citoyens, citoyennes, nous allons utiliser tous nos recours à notre disposition pour gagner cette démonstration Neumann contre AKG. Les États-Unis contre l'Allemagne. C'est les États-Unis AKG. Si ça tombe, c'est allemand. Bon. Une petite conclusion pour terminer. Je ne sais pas si au travers de YouTube, vous allez avoir beaucoup de... vous allez entendre beaucoup la différence entre les deux micros. Passer dans la moulinette de YouTube, j'y crois assez moyennement. C'est le problème de toutes ces démos de son, etc. Elles se ressemblent toutes.
dès que c'est passé dans la moulinette de YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, à chaque fois que moi j'écoute un test comparatif de son, même de plugins, etc. Bon, les plugins qui font du chorus, on entend le chorus, hein, mais on va comparer deux chorus ensemble, etc. On va comparer par exemple des préamplis, des plugins de préamplis, franchement, à travers YouTube. Alors, vous entendrez certainement par moment une petite différence. Déjà, écoutez au casque ou écoutez sur une bonne écoute. Écoutez pas ça sur un iPad ou un téléphone. C'est pas fait pour écouter de la musique, ces appareils-là. C'est fait pour entendre de la musique. C'est complètement différent. Je ne le dirai jamais assez. Je sais qu'il y a des adeptes qui me regardent, donc de l'iPad et des téléphones. Donc j'en profite. D'autre part, moi je trouve que même si vous entendiez la différence, peut-être que vous l'entendrez, hein, donc je trouve que même si on entend la différence, la prise de son est tellement complexe dans sa mise en œuvre que est-ce que c'est vraiment significatif ce genre de test? Moi je crois pas. Je trouve souvent que sous certaines conditions acoustiques de la pièce, etc., il y a des micros qui sonnent bien, puis d'un seul coup, suivant les circonstances, ils sonnent plus bien. C'est très... Ça demande beaucoup d'expérience. En fait, à force d'enregistrer, moi je ne me considère pas comme ingénieur du son, j'ai fait une partie de ma vie à m'intéresser à la prise de son. Donc je me considère plutôt comme un preneur de son, au-delà d'être technicien. Et j'ai remarqué que c'est jamais une science parfaitement exacte, la prise de son. On a toujours des surprises. Et c'est pour ça que j'aime ça d'ailleurs, parce que la prise de son, ça demande vraiment... du feeling. Alors, quand on fait du live, etc., on prend des micros qui sont pas casse-gueule. Donc, on a à peu près pas de surprise, pas trop de surprise. Quand on prend un SM57, on n'a pas de surprise. Par contre, quand on prend un U87, on peut en avoir de grosses, de sérieuses. Bon, vous me direz, c'est pas fait pour le live, ça c'est sûr. Mais il y a toute une... même dans cette pièce-là, cette pièce où je suis, il y a des fois ça joue à 50 cm, 10 cm, la manière dont le micro est placé, etc. C'est très aléatoire, et il y a des fois j'arrive pas à reproduire un son que j'ai eu, bizarrement. À la prise de son, hein, je parle pas des effets ou des choses comme ça. Il suffit d'un pouillem, il suffit une prise de son. Les prises de son de guitare électrique, par exemple, sont pas faciles à faire. Il faut vraiment bien placer le micro au bon endroit. Je me suis toujours demandé si l'hydrométrie, si la qualité de l'air, froid, chaud, ne jouait pas aussi sur le son. C'est une question que je me pose, c'est pas la peine de me tomber dessus, mais je sais que les gens qui font de l'aviation le savent très bien, l'air est beaucoup plus dense l'hiver que l'été. Les avions rallongent leur distance de décollage en été par rapport à l'hiver, puisque l'air est plus ténu et moins porteur. Je me suis toujours demandé si ça avait une influence. J'en sais rien. Hein. C'est des idées comme ça qui me viennent. Je sais pas. En tout cas, la prise de son, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile à rationaliser, on va dire, à reproduire systématiquement. Vous verrez dans les studios, tous les preneurs de son qu'on rencontre, ils sont toujours en train de chercher. Toujours. Ils sont jamais arrêtés à des schémas bien définis. Alors évidemment, on a nos go-to. Hein. Moi, j'aime bien ce micro-là dans telles conditions. J'aime bien les autres. De toute façon, des fois, on n'a pas le choix. Hein. Mais on a toujours le droit et même le devoir d'improviser. Donc, ces tests-là qu'on voit, c'est des tests qui sont valables à un moment donné, dans une pièce donnée, avec une voix donnée.
ou une guitare donnée. Ça n'a pas forcément, ça donnera pas le même résultat dans un autre environnement et avec d'autres instruments ou voix. De toute façon, la voix est un instrument. Voilà, ça reste très pas mystérieux parce qu'on arrive à bien s'expliquer les choses, mais ça reste magique, moi je dirais entre guillemets, la prise de son. C'est toujours un peu... des fois, moi, j'enregistre des gens et puis je me dis, waouh, la voix, elle passe super bien. Et pourtant, quand je l'écoute au naturel, la voix n'est pas extraordinaire. Je détecte rien, si à part quelques petites résonances dans la voix qui vont être amplifiées par un certain type de micro. Et là, tu te dis, waouh, la voix, elle a quelque chose. Mais c'est pas forcément. Il faut marier en fait. Il faut marier les micros à la source sonore. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'au-delà des connaissances théoriques qu'il faut acquérir à l'école, qu'est-ce que c'est que du cardio à l'école ou en autodidacte, peu importe, qu'est-ce que c'est que du cardio, du machin, etc., les niveaux, les trucs, les diaphragmes, quel type de diaphragme pour quelle utilité, enfin toutes les bases. Mais une fois qu'on a les bases, on a un outil, c'est un peu comme un pinceau qu'on ne sait jamais comment il va réagir, comment on va mélanger deux peintures ensemble, etc. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Alors, avec beaucoup de pratique, on sait. Mais on a toujours des surprises. Il faut toujours adapter. Moi, j'ai vu dernièrement un cours de prise de son par des pontes de la prise de son là, dans une école. C'est chez Devenir Ingé Son, la chaîne YouTube, qui est vachement intéressante. Le gars, il fait... les gars, ils ont ça a beau être des bêtes de théorie sur la prise de son, ils cherchent. Ils ajustent. Il n'y a rien d'hyper rationnel dans la prise de son. Et tant mieux. Tant mieux parce que c'est un outil créatif formidable. Donc moi je suis bien content je suis bien content que ce soit comme ça. Et puis aussi, j'ai une relative méfiance avec les tests que je vous ai montrés avant cette conclusion. Ça à prendre avec des pincettes. Alors on peut quand même tirer sur les micros des grandes lignes. Les grandes lignes que je retire de ce comparatif, mais qui ne m'étonne pas du tout, c'est le Neumann est très analytique, très froid, très métallique. L'AKG est doux. C'est ce qu'il y a de dire, il a son vintage. Il est doux, il est rond, il est chaud. Par contre, il a beaucoup moins de détails dans les aigus, mais quelque part, c'est un avantage, parce que moi, des fois, le U87, il me gave, parce qu'on entend tout, on entend les gargouilles du ventre, alors ça, c'est la sensibilité. Mais pareil, il est hyper sensible. Je ne vois pas l'intérêt, moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un micro très sensible. Les gens me disent toujours, il a une super sensibilité et tout. C'est chiant les micros sensibles, parce que ça capte tout. C'est à l'usage, alors c'est pour ça aussi que les tests que je vous ai montrés avant ne sont pas très significatifs, c'est qu'à l'usage, on se rend compte qu'il y a des micros qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. Le U87, même s'il a un son parfait, très analytique, et puis en l'équalisant, on pourrait avoir un son bien meilleur que ce que vous avez entendu là, puisque là, j'ai rien fait, j'ai fait aucun traitement. Ce micro, même avec toutes les qualités qu'il a, il est très difficile à utiliser. Parce qu'on entend tout. Là, si j'ai le ventre qui gargouille avec un Neumann, vous allez l'entendre. Avec le U87, vous allez l'entendre. Si j'ai des bruits de salive ou des choses comme ça, vous allez l'entendre avec le U87, sans filtre anti-pop ou pas, filtrage ou pas, vous l'entendrez. Les filtres anti-pop, de toute façon, ça ne sert à rien. À part protéger le micro des postillons et obliger le chanteur à se tenir
loin du micro. Mais alors l'épée, ça c'est un mythe, c'est pareil, ça c'est un truc, c'est psychologique ça. Je vois régulièrement des tests sur YouTube de filtres anti-pop, de machin, etc. Tu te dis, bon, le mec, il enregistre, tu te dis oui, et alors, il est obligé d'enlever l'épée, de toute façon, filtre anti-pop ou pas. Alors, c'est vrai que ça atténue un peu l'épée, mais de toute façon, comme il en reste, il faut les enlever. Donc, autant pas se faire chier avec ce truc-là, ou alors l'utiliser pour les bonnes raisons, c'est-à-dire le postillonnage, le postillonnage sur le diaphragme, et puis tenir le chanteur à distance, parce que sur les larges diaphragmes, comme ça, si je me mets un peu comme ça, là, je ne sais pas ce que ça donne, là, mais ça ne doit pas être beau. Hein. Ça tourne toujours, d'ailleurs. Ouais, je pense. Bon. Voilà, donc il y a tellement de circonstances différentes. Il y a la facilité d'utilisation, il y a sa sensibilité au bruit extérieur. Là, il y a par exemple une position hypercardio que j'aimerais bien que le U87 ait, parce qu'il est tellement sensible au bruit de la pièce que le moindre moustique va s'entendre. Donc, si j'ai à choisir entre les deux, entre le U87 et celui-là, je préfère celui-là. Très nettement, il est chaud, il est. En plus, quand on se rapproche un peu, il a une belle présence, je trouve. Je verrai ça après, mais il a plutôt une belle présence. Alors que le U87, si je me rapproche de trop, il aime pas. On sent que la membrane, elle est trop sensible. Alors. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Ça, c'est du vintage, hein, on est bien d'accord. Je vais vous montrer 2 micros. J'ai oublié de les préparer, je vais les chercher. Alors voilà, ça y est, j'ai mes micros. Alors, j'ai 2 micros là. Vous voyez ces deux micros-là. Ce sont tous les deux des M88. Celui-ci... à 35 ans à peu près, je l'ai acheté il y a 35 ans. Celui-là, on a 2. Je l'ai acheté chez Thomann. Alors c'est intéressant parce que quand on compare un micro neuf avec un micro vintage, on trouve toujours le vintage meilleur. Celui-là qui a 35 ans, il est doux, il est chaud, il n'est pas trop précis dans les aigus. Les M88 sont des micros assez bons. Hein. C'est des micros à main qui sont excellents. Beaucoup mieux, plus définis que les Shure SM58, etc., qui n'ont rien à voir avec la qualité de ces trucs-là. Il est doux, il est chaud, il est rond. Celui-là, il y a beaucoup plus d'aigus. Il est beaucoup plus... sensible, il est aussi beaucoup plus sensible au S. Alors on pourrait dire celui-là est meilleur, parce qu'on sent que la bande passante est beaucoup plus large. Celui-là, on a beaucoup craché dedans hein, quand même. Hein. La membrane, elle s'est chargée en poussière, en humidité, etc. Et elle est plus capable de reproduire les fréquences aiguës comme à l'origine, comme celui-là qui est neuf. Alors, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, avant, on faisait des très bons micros, alors c'est ceci, c'est cela, etc. » Bon, l'électronique compte un peu. Là-dedans, il n'y a pas d'électronique de toute façon. La qualité de la cellule compte un peu aussi. C'est pas exactement les mêmes fabrications. Sauf que quand même, moi, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que celui-là, dans 30 ans, il aura même le même son que celui-là. J'en suis sûr. Et le U87, que je trouve trop sharp, trop analytique, trop froid, dans 30 ans, je suis sûr qu'il sera aussi bon que celui-là, que la KG, là. J'en suis sûr. Parce que quand on regarde en plus l'électronique du 87, c'est plutôt une électronique très conservatrice et très proche de ce qui se faisait à l'époque. Il y a des différences, mais évidemment, ce n'est pas les mêmes composants. Quoique, il y a toujours des condensateurs polypropylène, il y a 2 transfos dedans, il y a une architecture qui est très similaire. Je vois des gars qui modifient les électroniques et tout.
bon, oui, on a le droit de s'amuser, hein, quelque part, mais pour moi, c'est pas significatif du tout. Ce qui est significatif, c'est que c'est comme une guitare, comme une guitare acoustique. J'ai acheté une guitare de luthier que vous avez vu dans la démonstration au début, une Julien Gendre. Elle est très verte. Elle est très sèche, elle est pleine d'aigus. Je l'ai achetée il y a 4 ans à peu près. Et là, elle commence seulement, alors je la joue pas assez, hein, c'est clair, mais elle commence seulement à s'adoucir un peu. Et je suis sûr que dans 20 ans, ça va être une guitare fantastique. Elle va avoir pris de la rondeur, elle va être moins sèche, elle va être moins réactive. Alors je ne dis pas qu'elle est mauvaise, hein, actuellement, elle est très bonne, mais pour moi, elle sera meilleure dans 20 ans. Ou alors jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, à ce moment-là, ça se réduit. Mais moi, jouer beaucoup, ça m'étonnerait. Donc voilà. Donc je pense que cette mode du vintage, en fait, c'est une mode du rodage des instruments ou des micros ou du matériel, etc. Alors, évidemment, ce que je dis, il y a des bémols quand même. Une chambre d'écho, on ne les fait plus comme ça. Donc là, c'est vraiment le matériel qui fait la différence. Je parle de matériel utilisé actuellement qui sont similaires, hein. Évidemment, on ne peut pas comparer une chambre d'écho numérique à une chambre d'écho analogique. Ce n'est pas possible. Donc pour moi, il faut s'y faire, il faut faire avec, quoi. Alors de toute façon, en équalisant, alors moi je sais que le U87, je le passe systématiquement dans un plugin de préampli à lampe, qui simule les préamplis à lampe pour, on va dire, le pacifier, parce que s'il a vraiment besoin d'être pacifié, celui-là. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, quand je l'ai essayé, j'étais très déçu, parce que je pensais avoir un son plus organique. Alors que le son est vraiment très très analytique. Ceci dit, vous avez écouté j'espère que vous avez écouté et pas entendu les démonstrations au début. Il est pas si mauvais que ça non plus, hein. Faut pas non plus me comprendre de travers. C'est un très bon micro, très très bon micro. Mais j'aime bien quand c'est un peu rond, quand c'est un peu coloré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce test? Vous avez remarqué, le micro fonctionne, hein, puisqu'on est après la réparation, donc tout va très bien. J'ai toujours envie de faire des maracasmes avec ces micros-là comme ça. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, il fonctionne très bien, très bon micro. Cher. Pour moi, il est trop cher, évidemment. Mais quand on est pro ou quand on est collectionneur, je comprends qu'on achète, surtout qu'il est encore dans sa boîte d'origine. Il y a tous ses papiers, enfin tout. Donc c'est un très beau truc, quoi. C'est vraiment sympa. Ça sonne bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter pour avoir un son pareil? Il faut acheter un micro vintage, parce que de toute façon, tous les micros neufs seront plus précis, plus analytique que des micros qui ont 30 ans avec une membrane qui est fatiguée, hein. C'est comme les vieux haut-parleurs. Moi, j'aime beaucoup les vieux haut-parleurs qui ont des membranes qui sont un petit peu fatiguées. Attention, je n'ai pas dit percées, mais c'est exactement pareil. Il y a des vieux haut-parleurs. Moi, j'ai eu un Vox des années 60. Malheureusement, je l'ai vendu parce que c'était plus la mode à l'époque. Je l'avais ça dans les années 90. Un Vox des années 60 avec un HP bien rincé. Le son était fantastique. Et on entendait clairement que c'était le HP qui faisait la différence. Une espèce de son très Beatles au tout début, sur leurs premiers albums. Sur les premières prises de son des Beatles, il y a un son caractéristique. J'aime beaucoup ce son-là, et je suis persuadé que à un moment ou un autre, il a fallu changer le HP pour la personne qui l'a racheté, parce que la membrane commençait vraiment à être fatiguée, et quand elle est fatiguée, elle commence à se découper tout autour sur la suspension, et puis là, là on est obligé de le remembraner au mieux.
Et je suis sûr qu'il a perdu toutes ses caractéristiques. Donc, tout ça, c'est très aléatoire. Il n'y a pas de règle. Donc, c'est pour ça que les tests que je viens de faire là, à part les grandes lignes, quand même, qu'on peut tirer, c'est-à-dire que celui-là est plus chaud, le reste, c'est à vous de vous débrouiller. Hein. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je le dirai une autre fois. Allez, salut!